Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, nous sommes bien aujourd'hui le 11 avril 2020. De 2011 à 2020, cela fait 9 ans. 9 ans jour pour jour. Et l'actualité aujourd'hui, c'est le coronavirus. Et le monde entier est confiné. Nous sommes tous confinés. Mais il y a 9 ans, jour pour jour, ce n'était pas le coronavirus qui était à l'ordre du jour. Il y a 9 ans, ce qui était à l'ordre du jour, sur toutes les chaînes de télévision du monde entier, c'était l'image d'un président de la République. Une République qui a eu son indépendance, un pays qui a eu son indépendance le 7 août 1960, la Côte d'Ivoire. Celui qui incarne ce pays a été présenté sur les médias du monde entier. Le torse nu, maltraité par des badauds, par des soldats qui l'ont traîné de la résidence présidentielle jusqu'à l'hôtel du Golfe. C'était le 11 avril 2011, aux environs de 11h midi. Toute la planète était braquée, focalisée sur ce monsieur-là, le président Laurent Gbagbo. Et tout Ivoirien et tout Africain s'est senti blessé dans sa chair parce qu'on nous a bafoués, on nous a humiliés. Le président de notre pays, présenté comme cela à la face du monde. Donc, le coronavirus tue. Il nous a tous confinés aujourd'hui. Mais le virus de l'impérialisme français, le virus de la France-Afrique a tué dans mon pays. Et quand on fait le bilan des personnes qui ont péri à cause de cette guerre que la France a pilotée dans la Côte d'Ivoire, on nous dit officiellement qu'il y a eu 3000 morts. Mais en réalité, les chiffres varient entre 15 000 et 16 000. Et ce n'est pas Dr Boga qui invente les chiffres. Je prends pour référence la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation qui a été mise en place par M. Ouattara au moment où il était tout puissant, l'homme fort, investi par la communauté internationale. Et il a confié cette commission-là à M. Charles Konan Bali, l'ancien gouverneur de la BCEAO. C'est lui qui a piloté cette commission. Et le rapport final de cette commission d'enquête n'a pas été diffusé par M. Ouattara parce que les chiffres étaient énormes. Et les forces de M. Ouattara étaient accablées. Cette image du président Laurent Gbagbo montrée à la face de la planète comme un vulgaire bandit, on lui dit un dictateur, un criminel. Cette image-là rappelle une autre image. Quelques années en arrière, je vous ramène au 30 décembre 2006, l'image de Saddam Hussein, le président de l'Irak, qui est présenté à la face du monde comme un bandit. Et nous étions le 30 décembre, ça veut dire qu'en fin d'année. Et cette journée-là coïncidait avec la plus grande fête musulmane, la Tabaski, en tout cas dans mon pays, en Côte d'Ivoire. Et à 11h30, quand on allumait les télévisions, c'était pour voir la tête de Saddam Hussein avec une corde au cou. On s'apprêtait à pendre un président de la République. Mais quand on pense à Saddam Hussein, plusieurs années après, on va se rendre compte que c'est sur la base des mensonges. George Bush a menti. Ce président américain avait dit que Saddam Hussein préparait des bombes de destruction massive. Et il n'en a rien été. Et on a détruit un président, on a détruit un pays. La conséquence, c'est quoi? L'Irak est irrécupérable aujourd'hui. On a tué Saddam Hussein le 30 décembre 2006. L'Irak est foutu. Jusqu'à aujourd'hui, on cherche la paix. L'image du président Laurent Gbagbo le 11 avril 2011 rappelle encore une autre image. Je vous ramène, dans la même année de 2011, je vous ramène en octobre, le 20 décembre 2011. C'est le président Muammar Kadhafi, là-bas en Libye, qu'on a sorti comme d'un trou de rat. Le grand Muammar Kadhafi, le guide libyen. Et on l'a assassiné, pratiquement en direct. Depuis l'assassinat de comment dirais-je, Muammar Kadhafi, la Libye est foutue. Et la Libye est devenue aujourd'hui le réservoir du terrorisme, du banditisme
et de l'esclavage des fils d'Afrique. Des Ivoiriens sont vendus, des Camerounais sont vendus, des Sénégalais vendus en Libye. Parce que l'Occident a décidé que Muammar Kadhafi était un dictateur. Alors question, qui décrète les décrets des dictateurs? Qui décide que tel dictateur, tel ne l'est pas? Le président Laurent Gbagbo a été arrêté le 11 avril 2011. Et dans les circonstances, et lui-même il explique, parce que bon, les autres n'aiment pas souvent lire. Le président Laurent Gbagbo a parlé à travers un journaliste qui a écrit un livre, François Mattei. Le livre s'appelle « Pour la vérité et la justice ». Le président Laurent Gbagbo a décrit les circonstances où l'armée française a encerclé toute la résidence. Ils ont fait tout. Et ce sont les premiers mots du président Laurent Gbagbo qu'il a prononcé le 5 décembre 2011. Sa première prise de parole. La France a fait le job. Oui, la France a fait le job. Ils ont encerclé la résidence. Et puis, ils ont laissé simplement les forces pro-Ouattara, un peu comme des badauds, pour aller prendre le président. Et en même temps, ils ont posté toutes les caméras françaises, européennes, occidentales, de sorte que ça fasse écho. Nicolas Sarkozy a décidé que le président Laurent Gbagbo doit payer, il doit périr. Et il en a été ainsi. Mesdames et messieurs, nous sommes tous confinés et j'ai voulu aujourd'hui, grâce à Afrique Média, grâce à Ovadiab, revenir sur ces faits. Parce que ces faits ne doivent pas rester comme une lettre morte, comme des dates passées. Non, c'est une date historique pour nous. Parce que ce 11 avril 2011, c'était un peu la mort de la démocratie dans notre pays. C'est même plus, c'est la tête à notre souveraineté, la souveraineté nationale, la souveraineté ivoirienne. C'est pour cela, et je reviendrai là-dessus dans la conclusion, mon vœu le plus cher, c'est qu'à la fin de cette année 2020, lorsque M. Ouattara s'en ira avec son RHDP, quand ils s'en iront, je voudrais que l'on profite. Et je pense que je serai de ceux-là qui introduiront une requête auprès de nouveaux dirigeants de la Côte d'Ivoire, de la nouvelle génération, de sorte que le 11 avril soit décrété journée nationale pour la souveraineté en Côte d'Ivoire. Parce que notre souveraineté a été bafouée. Parce que la France nous a fait payer au plus cher. Parce que nous avons défendu notre patrie. Mesdames et messieurs, ce 11 avril-là, et ils pensaient qu'ils ont pris un vulgaire bandit. Mais le président Laurent Gbagbo, c'est qui? Le président Laurent Gbagbo, je ne le connais pas plus que les autres. Je ne suis pas un militant du FPI. Je ne suis même pas de son parti. Je ne le connais pas. Je l'ai rencontré simplement qu'en 2007. Je vais peut-être en parler si l'occasion m'est donnée. Mais c'est quelqu'un qui a métamorphosé notre pays. Les gens pensent que pour pouvoir marquer son temps, il faut faire des ponts, il faut faire des routes. Thomas Sankara a fait combien de ponts? Nelson Mandela a fait combien de routes? Patrice Lumumba a fait combien de routes, combien de ponts? Et pourtant, ce sont des noms qui resteront. Autrement dit, je nous invite à comparer Laurent Gbagbo et puis M. Alassane Ouattara. Ils ne sont pas comparables. Parce que les gens pensent que la valeur d'un homme, ce sont ses comptes à la banque. C'est le nombre de milliards. Non. La valeur d'un homme, c'est qu'est-ce que tu apportes à l'humanité quand tu pars. Les grands hommes qu'on a étudiés, nous qui avons fait la littérature occidentale française, que j'enseigne à l'université, ils n'ont pas été des milliardaires, mais c'était des cerveaux. Laurent Gbagbo était un homme politique de valeur. Il a métamorphosé notre pays. Lorsque notre pays a connu le multipartisme en 90, c'est ce monsieur-là qui s'est donné. Qui s'est donné pour que la démocratie soit. Et aujourd'hui, même là, jusqu'à ce qu'on le prenne, ce 11 avril-là, il donne un exemple incroyable de dignité et de valeur. Lorsque tout le monde entier l'appelle pour dire, mais démissionnez, sinon vous allez mourir. Il dit, j'ai été élu par des Ivoiriens. J'ai été élu par mon peuple. Si vous voulez me tuer pour cela, allez-y. Et il est resté dans la résidence. Et j'ai eu l'occasion de préfacer un livre d'une compatriote. Je vais la citer ici, Marie-Claude Boli, qui a écrit dans le bunker avec le président Laurent Gbagbo. Parce qu'elle se trouvait dans cette résidence-là. De même que Mme Broguébé, la ministre Broguébé. De même qu'un cher ami que j'ai perdu aussi, le ministre Jean-Jacques Béchiot. Nous avons perdu tellement d'hommes. Que dire de Désiré Tagbo, paix à son âme. La France nous a fait payer au plus cher. C'est pour cela que j'ai accepté d'animer cette conférence. Et dans les 3 points
que j'ai prévu, pour aller très vite, pour prendre les questions, c'est que dans un premier temps, je vais expliquer à tout le monde ce qu'il faut entendre par coup d'État. Parce que le sujet, tel que je l'ai intitulé, tel que nous l'avons intitulé, c'est de dire le coup d'État de la France contre la démocratie et les droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Donc il faut que j'explique c'est quoi un coup d'État très rapidement. Qu'est-ce qu'on entend par démocratie, droits de l'homme? Ça, c'est la première chose que je vais faire d'entrée de jeu. Et deuxièmement, je vais sortir point par point les éléments, les manœuvres de Nicolas Sarkozy pour aboutir au coup d'État. Depuis la rébellion jusqu'à ce qu'on arrive le 11 avril 2011 et même après. Et puis dans un troisième temps, je dirais qui sont en dehors de la France, en plus de la France, qui sont les autres coupables de ce coup d'État, qui sont les responsables de ce coup d'État. Et on aura tout compris. Mais je voudrais, après avoir salué Afrique Média, après avoir salué Ovadjan, je voudrais donc profiter de cette parenthèse-là pour rendre un hommage et pour dire un mot quand même sur le corona, puisque c'est dans le coronavirus que nous sommes, et je voulais dire deux petites choses là-dessus. L'hommage que je suis en train de rendre, je pense qu'il revient au président Laurent Gbagbo et à son épouse Simone Yves Gbagbo. Des personnalités qui se sont données pour que notre pays aille de l'avant, d'un point de vue démocratique. Je voudrais saluer aussi tous mes collaborateurs et amis qui sont en France. Le président Néant Mathias de la FIDOP en France. Je voudrais saluer le président de Grande Afrique aux États-Unis, M. Laurent Adjei. Et je voudrais saluer surtout les compatriotes qui sont en Belgique. Parce que, mesdames et messieurs, vous tous qui me suivez, je suis en Belgique aujourd'hui. Parce que j'étais en train de partir en voyage pour les États-Unis et avec le coronavirus, j'ai été bloqué dans le confinement ici en Belgique. Après avoir passé quelques temps à l'hôtel, ce sont les compatriotes ivoiriens qui se sont mobilisés et qui m'ont accueilli. Et ce sont eux qui s'organisent pour m'envoyer à manger chaque 2 jours, chaque 3 jours. Je voudrais saluer ces compatriotes-là, que je ne connais pas personnellement, mais que j'ai connus dans la résistance en France, aux États-Unis, partout en Europe, à cause du président Laurent Gbagbo. Je voudrais saluer mon ami et frère, le président de la POIB, la plateforme des organisations ivoiriennes du Benelux. En tout cas, ça salue, cher ami Tapé Grobira. Je voudrais saluer ces grandes dames, Mme Daligou, Mme Dargou. Je voudrais saluer le couple Bosson, Guy et son épouse Angela. Merci beaucoup, chers compatriotes. Merci pour tous les soutiens. Merci au doyen Kokolo. Je lui dis condoléances. Il a perdu son frère dans le coronavirus. Je voulais saluer ses amis-là, saluer tous ces compatriotes-là. Vous savez, le mot que je voulais dire sur le coronavirus, je voulais dire un mot sur le coronavirus, avant de bondir sur les 3 points que je vais analyser très vite. La parenthèse que je fais, elle a un lien avec le sujet que nous traitons. Nous parlons de démocratie, nous parlons de droits de l'homme, mais nous parlons de la présidence de la République. Vous savez que j'ai écrit ce livre. Qu'est-ce que c'est qu'un président de la République? C'est quoi un président de la République? Qui est le président de la République? Où on voit l'image de Fouet Boigny, l'image du président Laurent Gbagbo, l'image de Thomas Sankara, l'image de Mandela, qui a été publiée aux éditions Maribro Foundation. Sur la base de ce livre, avec tous les éléments qui s'y trouvent, je voudrais dire à M. Alassane Ouattara, il faut arrêter un peu, quand le pays est bloqué, il faut arrêter de tout politiser. Nous avons un problème, c'est pas sérieux. Mais c'est pas sérieux. Est-ce que vous pouvez imaginer en France, une seule fois, que le président Macron, les kits qu'ils vont distribuer à tous les Français pour résister au coronavirus, on marque dessus en marche, en marche, en marche, en marche, du nom du mouvement politique du président Macron? Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire où on voit cela. Les populations sont en détresse, on veut les soulager. Les kits qu'on va distribuer, on les estampille RHDP. C'est ça le danger lorsqu'on a un président qui est en même temps président d'un parti politique. Donc, du coup, on est dans un parti-État. On n'est plus dans une démocratie. On n'est plus dans une république. C'est pour cela que le président, le directeur général de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, il a lancé un appel. Le coronavirus ne doit pas être l'occasion de tout politiser. Il ne faut pas politiser la crise du coronavirus. Pourquoi est-ce que M. Ouattara veut tout politiser? Pourquoi vous voulez politiser la crise du coronavirus? Bon, maintenant, parce
que vous savez, dans notre population, vous connaissez les Ivoiriens. Il y a des gens, quand ils entendent RHDP, ils ont même le palu en même temps. Quand ils entendent RHDP, ils ont même le coma, ils sont malades. Vous venez les sauver avec des kits RHDP. C'est autant leur dire, ou bien vous êtes RHDP, ou bien vous mourrez. C'est pas bien, c'est cynique. Et je voudrais le dénoncer ici. Je voudrais le dénoncer ici parce que je vois qu'on politise tout. Même au Cameroun aussi, j'ai suivi qu'il y a un débat. Parce que l'opposant, M. Kanto, a lancé un appel pour qu'il puisse récolter des fonds. Je crois qu'il a pu récolter entre 400 et 500 millions de francs CFA. Le gouvernement dit, non, on n'est pas d'accord. On bloque parce que c'est illégal et tout cela. Je pense que le coronavirus doit souder les peuples. Le coronavirus est une crise mondiale, c'est une crise sanitaire grave. Les peuples doivent s'unir, les opposants et les dirigeants doivent se prendre la main pour pouvoir faire face à ce virus commun. Et je trouve ça un peu malheureux que des responsables arrivent à s'opposer devant le peuple qui est en deuil. Le peuple est en deuil, il est traumatisé et les politiciens se battent. De quoi M. Ouattara a-t-il peur? Il dit qu'il ne se présente plus en octobre 2020. Très bien, il veut respecter la Constitution. On n'attendait que cela. Mais si le candidat que vous avez choisi, M. Ouattara, il n'est pas à la hauteur, il n'a pas du coffre, mais il ne faut pas profiter de toutes les occasions pour le vendre. Ce produit, il n'est pas achetable. Ce monsieur ne peut pas diriger la Côte d'Ivoire, il ne faut pas vous fatiguer. En tout état de cause, ce n'est pas de la défiance, mais nous, on vous lance un défi. Si vous pensez que votre candidat est tellement bon, il est capable, rendez le système démocratique, rendez l'élection propre. Faites-nous une liste électorale tranquille, propre, vérifiable par tous les citoyens qui ont le droit d'y figurer. Et puis, la commission électorale indépendante, rendons-la démocratique. J'allais dire inclusive. Vous allez voir en 2020, vous n'allez même pas aller au deuxième tour. Et puis, le débat sera clos. Donc, je voulais vraiment faire cette mise au point-là pour dire qu'on a besoin de solidarité. Vous savez, en Belgique, où je suis en ce moment confiné, je vais terminer par là, sur le coronavirus. La Belgique était bloquée, il n'y avait pas de gouvernement. Depuis plusieurs mois, il n'y a pas de gouvernement ici. Parce qu'il y a une crise grave entre les politiques, les Wallons et les Flamands. Le pays est bloqué à cause du coronavirus. Grâce au coronavirus, les Belges se sont entendus et ils ont mis en place un gouvernement pour faire face à l'ennemi commun. C'est pourquoi ce pays, au nom de la solidarité nationale, ce pays n'a pas de gros chiffres qui fassent peur. Sinon, il y a quand même des morts et tout. Mais ce n'est pas extraordinaire. Regardez bien les chiffres. Parce que la Belgique se ressoude un peu. Le gouvernement qu'ils ont mis en place, c'est vrai que c'est pour 6 mois. Mais au moins, ils ont fait l'effort de transcender leurs égos pour se mettre ensemble. M. Ouattara fatigue les Ivoiriens. Mais on aura l'occasion d'y revenir. Donc voilà un peu la parenthèse que je voudrais ouvrir et refermer en même temps sur cette question du coronavirus. Et ça a été une belle transition pour moi pour revenir sur le sujet d'actualité. Aujourd'hui, dans mon pays, le coronavirus, on est à moins de 5 décès, avec une 300aine ou une 400aine de contaminés. Mais il y a 9 ans de cela, lorsqu'on faisait le bilan, nous étions à des milliers de morts en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est de cela que je voudrais parler aujourd'hui. Si nous disons que la France a perpétré, a mobilisé, a conduit un coup d'État, en Côte d'Ivoire, un coup d'État à la démocratie et aux droits de l'homme en Côte d'Ivoire, il est bon que je dise un mot sur ce qu'il faut entendre par coup d'État. Coup d'État, c'est quoi? C'est quoi un coup d'État? Évidemment, vous savez, lorsque vous voulez définir un concept, vous le définissez selon l'orientation, selon la discipline dans laquelle vous vous trouvez. Si je veux faire de la littérature pure et que je veux parler de coup d'État, je vais prendre le dictionnaire Robert ou le Larousse, etc. Ici, c'est une analyse d'un militant des droits de l'homme qui fait une critique politique. Et donc, il faut aller chercher dans les manuels politiques, dans les dictionnaires politiques, ce qu'on peut entendre par coup d'État. Et je vais prendre le plus simple des dictionnaires, qui s'appelle la toupie. Ça se trouve sur le net, tout le monde peut voir. La toupie, si vous voulez, c'est le dictionnaire politique. Donc, le toupictionnaire. Dans le toupictionnaire, on vous dit que le coup d'État, c'est la prise du pouvoir dans un État par une minorité, par des moyens anti ou bien non constitutionnels.
Je m'arrête là. Simplement. Donc, prise du pouvoir par une minorité dans l'État, prise du pouvoir par une minorité, par des méthodes, des moyens anticonstitutionnels, des moyens non constitutionnels, et parfois de la manière violente. Évidemment, quand c'est une minorité, de la manière violente. Dans cette définition qui est si simple du coup d'État, vous allez voir en quoi est-ce qu'on accuse la France. Donc, dans cette définition du coup d'État, vous allez voir qu'il y a un terme qui est le plus important, c'est non constitutionnel. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en réalité, c'est une prise du pouvoir en dehors de la Constitution. Vous laissez la Constitution et puis vous prenez le pouvoir. C'est cela qu'on appelle coup d'État, par des moyens non constitutionnels. Mais il est bon aussi de préciser pourquoi minorité. Oui, parce que ceux qui font les coups d'État en général, c'est un petit groupe. Et comme ils savent qu'ils sont petits, ils prennent les armes. Ils agissent par la violence et par la force. Parce que si ce n'était pas une minorité, on dit plus, la question de coup d'État devient discutable. Parce que si ce n'est pas une minorité, que c'est une relative majorité, on peut parler de soulèvement populaire ou alors même de révolution. Or, un soulèvement populaire ou bien une révolution n'est plus vraiment un coup d'État. Pourquoi? Parce que dans la démocratie, le propriétaire du pouvoir, c'est le peuple. Donc si le peuple se fâche et qu'il se lève en masse, on ne peut plus parler de coup d'État puisque c'est le propriétaire des lieux. C'est le propriétaire qui demande. Je vous donne un exemple. En 2014, en octobre, le 14 décembre, je crois, le 14 octobre, je pense, au Burkina Faso, contre Blaise Compaoré, il y a eu un soulèvement populaire qui ressemble un peu à une sorte de révolution. Pourquoi? Parce que le peuple a confié son pouvoir à M. Blaise Compaoré. Il y a 27 ans de cela. C'est-à-dire le peuple, détenteur exclusif du pouvoir démocratique. Il dit, Monsieur le Président, nous vous confions notre pays pour 5 ans. 5 ans ou bien maximum 10 ans. C'est ce qui est prévu dans la Constitution. Le monsieur prend le pouvoir et il en abuse. Après les 10 ans, il manigance des tripatouillages et puis il fabrique une élection. Parfois, ce n'est même pas la volonté du peuple. Et puis il dit oui, le peuple a dit oui. Donc il continue. Et il a fait 27 ans. Le 14 octobre, en 2014, le peuple dit bon, ça suffit. C'est nous qui te confions le pouvoir. Tu en abuses. Eh bien, nous descendons dans la rue pour récupérer notre pouvoir. Ça fait penser à la grande révolution en France, quand même. En 1789, où finalement le peuple dit ça suffit, on ne veut plus de roi, on veut la République. Donc voilà. Donc c'est ça. Donc le coup d'État, c'est une minorité qui prend des armes et qui arrive à transgresser la Constitution et pour s'imposer. Mais ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire le 11 avril 2011, ça va un peu au-delà même de la transgression. Parce que je dois rappeler aussi que pour qu'on dise non constitutionnel, quand on dit non constitutionnel, ça veut dire qu'on a mis de côté la Constitution. On a violé la Constitution du pays. On est passé outre la Constitution pour agir. Et de ce point de vue-là, on sort de la démocratie. On est sorti de la démocratie. Parce que la démocratie, que vous voyez là, c'est vrai que c'est le peuple, mais la démocratie, elle se fonde sur la Constitution. C'est-à-dire que pour que la démocratie, qui est une théorie, puisse prendre effet dans tout pays, on a besoin qu'elle soit exprimée dans la Constitution. Et à partir de là, vous voyez que la Constitution devient le gage, le socle même de la démocratie, puisqu'elle devient la boussole, cette Constitution-là, la boussole de l'évolution dans le pays. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est qu'avec ce que M. Ouattara et Sarkozy ont fait, c'est qu'on est passé à côté de la Constitution, on a banalisé la Constitution, donc on a blessé les Ivoiriens. Et donc, il faut aussi noter que ça va même au-delà même du coup d'État. Parce que, comme on dit, une minorité dans le pays prend les armes ou bien arrive à prendre le pouvoir. Sauf que la minorité qui prend le pouvoir en Côte d'Ivoire, qu'on peut identifier comme les rebelles, qu'on peut identifier comme l'opposition, les pro-Ouattara, le RHDP, avec le PDCI et tout cela, il y a qu'à l'extérieur, ils ont bénéficié d'une force, la force française. À partir de là, c'est comme une transgression de notre souveraineté, une transgression de la nationalité, de la souveraineté nationale. Et c'est en cela que nous sommes meurtris, nous sommes floués, nous sommes humiliés dans notre dignité. Sauf que les gens ont fait une erreur. Parce que Laurent Gbagbo, ce n'est pas Saddam Hussein. C'est pour cela qu'il n'est pas mort d'ailleurs.
Parce que Laurent Gbagbo, ce n'est pas Muammar Kadhafi. C'est pour cela qu'il n'est pas mort aussi d'ailleurs. Laurent Gbagbo, c'est Laurent Gbagbo. Et Laurent Gbagbo a résisté. Et Laurent Gbagbo a eu son peuple avec lui. À ce stade de mon propos, je voudrais dire que quand on nous enlève Laurent Gbagbo le 29 novembre 2011, parce que quand on le prend le 11 avril 2011, on l'envoie à l'hôtel du Golfe, au QG de M. Ouattara. Après, on l'envoie à Korogo. Et puis de Korogo, on copie tout, allez, juridiquement, avec au campo de la CPI, on traficote les textes, tout, on viole tout, et puis on l'envoie à la CPI. Au passage, il faut saluer ce transfèrement. Parce que peut-être n'eût été ce transfèrement, Laurent Gbagbo ne serait plus en vie aujourd'hui. C'est ce que je pense. Et je l'avais déjà dit au cours d'une conférence, je crois qu'ici en Europe ou aux États-Unis. Quelque part, la CPI a sauvé Laurent Gbagbo. Quelque part, la CPI a sauvé Charles Blé Goudé. Quand on s'imagine que Charles Blé Goudé a passé 14 mois dans un sous-sol à la direction de la surveillance du territoire, là où M. Ahmed Bakayoko, le tout-puissant homme du RHDP, disait non, il est quelque part dans une résidence, il est en lieu sûr. Non, ce garçon était maltraité. Ses avocats l'ont dit. Et lui, il vit, il le dit. Donc, quelque part, oui, la CPI les a sauvés. Mais si la CPI les a sauvés, la CPI, cela ne dédouane pas la CPI qui veut forcément les maintenir en continuant le complot de la communauté internationale, le complot de la France. Non, parce qu'ils ont eu raison de la CPI. Ils ont vaincu la CPI. Nous avons vaincu la CPI. Et donc, je voudrais profiter de l'occasion pour rendre un hommage, encore une fois, à tous les patriotes ivoiriens. Je voudrais saluer la diaspora, parce qu'elle a été extraordinaire. Aujourd'hui, si les Camerounais, parce que je suis en train de parler de Afrique Média, qui est une chaîne basée au Cameroun, je crois que c'est à Yaoundé. Mais parce que si les Camerounais s'intéressent tant à ce que la Côte d'Ivoire est et ce qu'elle va devenir, et si elles s'intéressent tant à ce Laurent Gbagbo, c'est parce que les Ivoiriens ont démontré à la face de l'Afrique et au monde entier qu'ils étaient un autre peuple. Nous sommes un peuple doux, mais un peuple intransigeant, un peuple exigeant, un peuple de dignité, un peuple de valeur. Thomas Sankara n'avait-il pas dit que le Burkina Faso est le peuple, le pays des hommes intègres? La Côte d'Ivoire, c'est la dignité de l'homme. C'est ça qui nous prévaut. La France ne peut pas venir nous marcher dessus. Et puis on va dire, croisons les bras parce qu'ils sont trop forts. Je me rappelle encore à l'époque, quand je passais sur les chaînes de télévision et qu'on a pris le président Laurent Gbagbo, il y a des amis qui m'ont appelé des États-Unis et partout pour dire, mais docteur Boga, vous rêvez? Qu'est-ce que la petite Côte d'Ivoire peut faire devant la grande communauté internationale, devant la France, devant les États-Unis, tous ces gens qui sont coalisés pour bombarder le président Laurent Gbagbo? Arrêtez ça! Lorsque je suis arrivé en Italie, j'ai été rencontrer les autorités italiennes, j'ai été à Rome pour rencontrer le ministre des Affaires étrangères, pour lui dire, j'arrive de la Côte d'Ivoire, je viens vous faire un témoignage, vous dire, et je suis venu en exil le 10 juin 2011. On prend le président Laurent Gbagbo le 11 avril 2011, le 10 juin, j'ai la chance, par un miracle, de sortir en Italie. Et je vais rencontrer les autorités italiennes. Qu'est-ce qu'elles m'ont dit? Elles m'ont dit, alors, le ministre ne m'a pas reçu, il m'a fait recevoir par son directeur de cabinet. Le directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères, à l'époque, je parle de 2011. Il me regarde droit dans les yeux, il me dit, mais monsieur, écoutez, nous on a fini avec le dossier de la Côte d'Ivoire. Le dossier de Laurent Gbagbo, il est classé. Passez à autre chose. Passez à faire de la politique, voir comment est-ce que vous pouvez vous opposer à M. Ouattara et tout. Mais nous, le dossier est classé, on est en train de penser à la Libye, et après il y a la Syrie. Donc vraiment la Côte d'Ivoire, je suis désolé. 9 ans plus tard, nous sommes là. Et nous avons triomphé de la CPI. Dans la honte, la CPI ne veut pas lâcher le monsieur. Dans la gêne, dans la honte, la communauté internationale, y compris la France, continue de tirer les ficelles. Comment quelqu'un qui est acquitté peut être bloqué ici en Belgique? Comment quelqu'un qui est acquitté au nom du droit, qui est innocenté, peut encore demeurer en prison? C'est grave. C'est une violation du droit et du droit international. Mais je pense que la vérité finira par triompher. Le président Laurent Gbagbo est serein. Maintenant, il n'est plus en prison. C'est un homme libre. Et il a le droit de penser à ce qu'il veut faire de sa vie. Bref. Donc, chers amis, les gens ont pensé que Laurent Gbagbo, c'était... Non, ils se sont trompés. Maintenant, on a violé notre constitution, on a violé notre pays. Et donc, je m'en vais vous dire maintenant, dans la deuxième partie de mon analyse, quels sont les éléments concrets par lesquels on voit la main de la France. Comment est-ce qu'un Ivoirien comme moi, qui ai vécu les faits,
Je précise toujours aux uns et aux autres, et je vais le rappeler à longueur de cette conférence. Le parti du président Laurent Gbagbo, là, je n'en suis pas membre, ni aujourd'hui ni demain, je ne suis pas dedans. En Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo, je fais partie de ses critiques. Je critique son gouvernement, je critique les forces de l'ordre, je suis un militant des droits de l'homme. Donc moi, je fais mon travail. Et le président Laurent Gbagbo, une fois, il me fait un témoignage, et ça, je vais le dire, pour les petits esprits du RHDP, de Pro Ouattara, les petits esprits. Le président Laurent Gbagbo, je le rencontre en 2007. C'est bon de faire cette parenthèse pour que les gens comprennent très bien, une fois pour toutes. Je n'ai pas l'habitude de le faire, mais je le fais aujourd'hui. Je le rencontre en 2007, au mois de mai. À quelle occasion? Au début du mois de mai, les enseignants de l'université sont en grève. La grève dure 1 mois. Qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent au président de la République, qui s'appelle Laurent Gbagbo, de leur donner un peu plus de salaire, un bon salaire, d'augmenter leur salaire et de voir aussi les conditions de travail. C'est un droit constitutionnel, la grève. Elle est constitutionnelle, il n'y a pas de problème. La grève dure 1 mois, parce que le président Laurent Gbagbo ne veut pas. La grève dure 2 mois. Alors, en ce moment-là, les jeunes de la FESI, la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire, commencent à grogner. Malheureusement, ils ne grognent pas contre le gouvernement, mais ils grognent contre les enseignants qui font grève. Ce qui est tout à fait ahurissant et paradoxal. Parce que normalement, le droit des grèves est un droit constitutionnel. Moi, je fais ma grève contre le gouvernement. Si toi, en tant qu'étudiant, ton droit à l'éducation est violé par les enseignants, mais il faut t'en prendre aussi au gouvernement pour dire, trouve les moyens de régler la crise, mais moi, je vais aller à l'école. Malheureusement, la Fédération Estudiantine et Scolaire, quand elle a fait ça, elle a fait donc une assemblée générale à l'université. Le président, le secrétaire général s'appelait Serge Kofi, qui est aujourd'hui au Canada, je le salue au passage, c'est un jeune frère à moi. Ils ont décidé que les organisations des droits de l'homme n'ont pas défendu suffisamment leur cause. La grève dure 3 mois, c'est un net trop, donc eux, ils décident de passer à l'acte. Quand ils ont fini l'assemblée générale, les étudiants sont descendus dans la première organisation des droits de l'homme qui était à côté, la Ligue ivoirienne des droits de l'homme. Moi, j'ai fait 10 ans à la LIDO. La LIDO était présidée par M. Patrick Ngouan, Dr Patrick Ngouan. Ils ont tout cassé. De la LIDO, ils se sont déportés dans l'organisation que je dirigeais, qui s'appelait APDH, Action pour la protection des droits de l'homme. Ils ont tout cassé. Alors, quand on a tout cassé dans nos bureaux, et quand moi j'arrive le matin, ils ont tout cassé dans mes bureaux, alors là, nous avons commencé à tempêter. Pour dire, nous ne sommes pas d'accord, il faut que le président de la République, pour une fois, tranche cette affaire. La FESI se donne tous les droits, parce que, bon, M. Charles Goudet est quand même l'homme, le bon petit, l'homme a tout fait, l'homme qui harangue les foules pour le président de la République, donc la FESI bénéficie de trop de grâce, voilà ce qu'elle fait, on a tempêté. Tous ces discours, on les a prononcés. Et puis un matin, mon téléphone sonne, ce que je vous raconte là, je l'ai raconté dans ce livre, parce que c'était un témoignage fort. Mon téléphone sonne, le président de la République, le protocole d'État m'appelle pour dire le président de la République a décidé de visiter les 2 organisations des droits de l'homme qui ont été saccagées, la LIDO et la PDH. Et donc le président de la République se déplace ce lundi-là et il arrive à mes bureaux. Il a visité les autres et il est arrivé à mes bureaux. Et ce jour-là, il y a eu un échange de discours. Le mien et celui de l'autorité de mon pays, le président de la République. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je reste admiratif de ce président Laurent Gbagbo. Voici les propos qu'il a tenus. Il a dit, docteur Goga, écoutez, vous êtes la société civile, vous faites votre travail. Je suis désolé pour ce qui est arrivé, je viens vous apporter le réconfort de la nation. Premier point. Je dis bravo. Voilà un président au moins qui reconnaît que nous avons été victimes de quelque chose. Deuxièmement, il fait une analyse pour dire, la démocratie ne se bâtit pas seulement avec les partis politiques. Elle se bâtit aussi avec la société civile. Parce que c'est ensemble que nous construisons la démocratie. C'est la société civile, c'est les partis politiques, les syndicats, toutes les associations de la vie sociopolitique doit bouger. C'est ça qui fait la démocratie. Donc, faites votre travail. Deuxième point. Bravo, monsieur le président. Troisième élément. Il dit, vous savez, docteur Bouga, quand vous critiquez les rebelles, parce que nous étions en pleine rébellion, on est en 2007, les rebelles contrôlent le nord, le gouvernement est au sud. Quand vous critiquez les rebelles et tout ça, je lis vos déclarations, mais je ne dis rien. Parce que si, en tant que président de la République, je parle, les gens vont dire, ah oui, on comprend, c'est le pouvoir qui le manipule. C'est pour cela qu'il est si hargneux contre les rebelles. Donc je ne dis rien. Mais en même temps, lorsque vous
critiquez ma façon de gouverner, lorsque vous critiquez mon gouvernement, parce que oui, j'ai critiqué le gouvernement du président Laurent Gbagbo. Oui, lorsqu'il y a eu les déchets toxiques, je fais partie de ceux qui ont demandé la démission du gouvernement du président Laurent Gbagbo. Oui, lorsqu'il a utilisé l'article 48 pour que M. Ouattara devienne candidat, je fais partie de ceux qui l'ont critiqué. Donc souvent, je l'ai critiqué. Mais il dit, lorsque vous me critiquez, même quand je ne suis pas d'accord, je ne dis rien. Parce que si je parle, ça peut donner de la force à mes partisans de vous agresser et tout cela. Waouh! Et quand il finit, il repart et c'est ce jour-là que le ministre de l'Intérieur, personnel, M. Désiré Kagro, nous convoque. Et à ce moment-là, le président de la République met à ma disposition des gardes du corps pour que partout où je fais mes activités, je sois protégé et que pour dissuader ceux qui voudraient m'agresser. Et j'ai eu ces gardes du corps jusqu'à ce que je quitte la Côte d'Ivoire pour venir en exil. Bravo, monsieur le président Laurent Gbagbo. J'ai voulu rendre ce témoignage-là parce que souvent les gens font des amalgames en voulant faire de nous des militants, FPI. Non, moi je respecte le président de mon pays, c'est l'autorité de mon pays. Mais attention, le président que je respecte, le président que je suis condamné à respecter, c'est celui qui est élu de façon claire et propre, sans tricherie, sans embâche. Et donc voilà, c'est pour cela que je respecte le président Laurent Gbagbo. Mesdames et messieurs, ils ont fait tout ce qu'ils ont voulu au président. Mais voilà comment la France a agi. Premier élément. La rébellion de mon pays éclate en 2002. Parce que Laurent Gbagbo, il a été élu en 2000. Je ne vais pas refaire toute l'histoire parce qu'il faut que j'aille vite pour prendre les questions. Le président Laurent Gbagbo a été élu en 2000. Face à qui? Face à un certain Robert Guéhi, le général, donc le putschiste. Il organise l'élection. Et il faut rappeler à qui veut l'entendre que le président Laurent Gbagbo gagne cette élection dès le premier tour. Il a eu 59,40%, je crois. Dès le premier tour. On n'est même pas allé au deuxième tour. Et le putschiste, les militaires disent, non, on ne veut pas, on bloque le pouvoir. Il y a eu là une certaine discussion du pays. Il y a eu 400, entre 300 et 400 morts en Côte d'Ivoire parce que le militaire n'avait pas gagné. Et je salue au passage M. Guillaume Honoré, le président de la Commission nationale électorale. Il a tenu bon et il a donné le verdict des urnes. Le président Laurent Gbagbo est devenu président en 2000. En 2002, comme toute attente, alors qu'en 2001, il a organisé un forum de dialogue national où il a profité pour faire venir M. Ouattara, qui était en exil, M. Bédier, tous ces gens, malgré tout ce qu'il a fait. En 2001, le forum de dialogue national, malgré cela, il y a eu le coup d'État en 2002. Mais c'est dans le coup d'État de 2002 qu'on... Ça, c'est l'acte 1 du coup d'État de la France. L'acte 1. L'acte 1 pourquoi? Parce qu'on a un coup d'État dans notre pays. D'abord, nous avons des accords qui nous lient à la France, à l'ancienne puissance coloniale. Elle a gardé dans notre pays le 43e BIMA, le 43e bataillon d'infanterie militaire d'Abidjan. Le 43e BIMA est l'armée française. C'est surtout dans notre pays. Mais pourquoi? Parce que les accords disent, quand la Côte d'Ivoire est agressée, quand notre démocratie, quand notre pays est agressé, l'armée française doit nous aider. Les rebelles sont venus du Burkina Faso. Parmi eux, il y avait des Burkinabés. La France dit non, c'est une guerre ivoiro-ivoirienne. Elle n'a pas réagi. Ok. Nous titubons, le président Laurent Gbagbo a fait tout ce qu'il pouvait. Toujours dans le premier point de l'acte 1 du coup d'État de M. Là, c'était Chirac. Chirac n'a pas bougé. L'armée française n'a pas bougé. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Les gens ont tout goupillé et puis on nous convoque à Marcoussis. À Lina Marcoussis, encore en France. Pourquoi? Pour aller négocier la paix. Et qui convoque? C'est la France qui convoque. Ce n'est pas le président Laurent Gbagbo qui choisit. La France elle-même, elle a choisi les interlocuteurs. Et on invite tout le monde, sauf le président de la République. On a invité les partis politiques, sauf le président de la République. Et à ce temps-là, j'ai dit, mais attendez, moi je ne suis pas d'un parti politique. Donc qui me représente à Marcoussis? Les Ivoiriens n'ont pas été représentés. Parce que je dis toujours aux gens, le président de la République, c'est quoi? Le président de la République, ce n'est pas un individu, c'est une institution. Dans la hiérarchie des institutions de la République, le président de la République est la plus haute institution de la République. Et il incarne la nation. C'est-à-dire que quand le président passe, c'est la nation qui passe. C'est le drapeau du pays qui passe. Ce n'est pas un individu, ce n'est pas un BT, ce n'est pas un nom. Il a des noms, des mamas. Non, c'est la République qui se déplace dans la personne du président de la République. Il n'a pas été convoqué à Marcoussis. Donc nous, on n'a pas été représentés. Ils ont copié quelque chose à Marcoussis. Et puis, c'était un coup d'État. Parce qu'à Marcoussis, on dit au président de la République, bon, il faut te défaire de ton premier ministre,
On va mettre en place un gouvernement d'union, tu n'as pas le choix. C'est à prendre ou à laisser. C'est à prendre ou à laisser. Le président va à Kléber, et ça a failli faire basculer la Côte d'Ivoire dans une guerre civile. Je voyais des gens zélés, des Villepin, des Agneau-Marie, tous ces gens marchaient sur la Côte d'Ivoire. Notre président est parti, il les rendait tout petits de Kléber. Et quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, il a dit, bah, écoutez, c'est vrai que le médicament est amer, mais il faut l'essayer. Nous avions tous mal. La France venait de nous gifler. Parce qu'à Marcoussis, on a légitimé les rebelles. On les a mis au même niveau que la République. On les a mis au même niveau que le président de la République. Et c'est comme ça que M. Afri Guessan est parti et il a été remplacé par M. Seydou Eliman Diarra, le premier coup d'État de la France. Déjà, j'ai dit, le premier élément, la première étape de ce coup d'État. Et puis on finit avec comment dirais-je, Marcoussis. Deuxième étape de la manœuvre, on arrive maintenant aux différentes résolutions. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de mettre en place M. Seydou Eliman Diarra. Mais ils ont vu qu'une fois qu'ils sont arrivés à Abidjan, le président Laurent Gbagbo est toujours assis serein. Il a dit, je suis toujours à la barre. Et quand il dit ça, les Occidentaux veulent pleurer. Et donc, ils continuent toujours de piloter le pays. À ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font? La France va négocier maintenant aux Nations Unies. Et ça, M. Chirac va faire la passe à un certain Nicolas Sarkozy. Donc, on va aux Nations Unies pour goupiller. Mais qu'est-ce qu'ils vont goupiller? Et c'est la deuxième phase de leur coup d'État. C'est-à-dire que le président Laurent Gbagbo, comme la rébellion n'a pas réussi à l'enlever au pouvoir, il faut arriver à l'attacher. Et puis, il soit affaibli. Et que le pays soit contrôlé par les rebelles, par un premier ministre. Donc, la stratégie des Nations Unies, sous l'esprit de la France, c'était de dépouiller le président de la République de tous ses pouvoirs et de les confier à un premier ministre, qu'on appelle un premier ministre de consensus, pour que le pays puisse évoluer. Ils nous ont sorti une première résolution, la résolution 1633, en 2005. Quand ça n'a pas fonctionné, on nous a fait une deuxième résolution, la 1721, en 2006. Et quand on a enlevé Seydou Eliman Diarra, ils l'ont remplacé encore par un autre premier ministre, M. Charles Konabani. Parce qu'on estime que M. Seydou Eliman Diarra est trop doux. Il n'arrive pas à bousculer dehors le président Laurent Gbagbo. Donc comme il est trop doux, on va le remplacer par quelqu'un qui vient du PDCI, qui est puissant. On nomme M. Charles Konabani. M. Charles Konabani n'a pas fait long feu. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, le président Laurent Gbagbo dit, écoutez, il y en a marre. Excusez-moi de l'expression, mais il y en a marre. À un moment donné, je prends mes responsabilités. Et c'est à ce moment-là que le président Laurent Gbagbo, il a déjoué la deuxième étape du coup d'État français en décidant de rencontrer directement les rebelles sans qu'il y ait d'intermédiaire au milieu. Et c'est là où on parle des accords de Ouagadougou. Là, on va à Ouagadougou et ces accords-là sont signés le 4 mars 2007. Et le président Gbagbo décide que M. Guillaume Soro devient le Premier ministre. Il dit, je préfère encore moi-même choisir un Premier ministre, au moins avec qui je peux m'entendre. Parce que je suis fatigué de tout ce que la communauté internationale m'impose. Chers amis, pour couper court sur ces éléments des preuves du coup d'État de la France en Côte d'Ivoire, je vais arriver à un point déterminant maintenant. Le point déterminant, quel est-il? On a fini tout cela. Le président Laurent Gbagbo est toujours en poste. On est en 2007, il faut bondir maintenant en 2010 pour l'élection présidentielle. C'est là où tout va se gâter. Et pour arriver à l'élection présidentielle, qu'est-ce qui se passe? On voit que le président, on n'arrive pas à mettre trop la pression sur lui. Donc, une autre stratégie de la France, c'est que on va arriver à distraire le président pour lui dire, même si dans l'accord de Ouagadougou, il est prévu que, une fois que la date des élections est fixée, les rebelles vont désarmer, c'est écrit dans l'accord de Ouagadougou, les rebelles ne désarmeront pas. Ils ne désarmeront pas. Et on va pousser le président Laurent Gbagbo à accepter que l'élection se fasse. D'ailleurs, le président Laurent Gbagbo l'a confessé dans le livre de François Mattei. Cela fait partie des erreurs qu'il a commises. Le fait d'avoir accepté de faire l'élection sans que le désarmement n'ait lieu. Mais c'était le gros piège. Et ce 11, comment dirais-je, en 2010, donc le 31 octobre
le premier tour, et puis le 28 novembre, le second tour de l'élection présidentielle arrive. Mesdames et messieurs, nous arrivons là au point culminant de la troisième phase du coup d'État de la France. L'élection s'est déroulée. Je ne vais pas revenir sur tous les détails que vous maîtrisez, parce que tout ce que vous savez, je survole ça rapidement, mais l'élection se déroule. On sait très bien, là il n'y a pas de débat. On nous a mis face à deux présidents déclarés. Le président Laurent Gbagbo est confirmé par le Conseil constitutionnel. Il prête serment, donc le 3 décembre. Le 3 décembre, il est confirmé président de la République de Côte d'Ivoire. Et il prête serment le 4 décembre au palais présidentiel. J'y étais. Entre-temps, le même 3 décembre 2010, M. Ouattara se proclame aussi président à l'hôtel du Golfe, soutenu par la communauté internationale. Sur quelle base? Sur la base de ce que la veille, le 2, le président de la commission électorale est allé, lui seul, proclamer les résultats depuis l'hôtel du Golfe, le siège, le QG de M. Ouattara. Et donc on cherchait à comprendre, mais comment il a osé? Pourquoi il a fait ça? Il a fallu attendre le mois de février, autour du 20-21, pour voir la révélation. Et c'est le troisième élément fort de ce coup d'État de la France. Ce troisième élément, c'est quoi? Je vais vous lire quelques extraits. Ce troisième élément-là, c'est que le président Nicolas Sarkozy, après avoir tensé le président Laurent Gbagbo, après avoir, comment dirais-je, intimé l'ordre au président Laurent Gbagbo, des ultimatums à n'en point finir, comme il voit que le président Laurent Gbagbo ne bouge pas, lui, président de la France, il prend sa plus belle plume, et il écrit une lettre adressée au président de la commission électorale indépendante. C'est-à-dire, mais j'hallucine. Comment le président de la France peut écrire au président de la commission de Belgique pour dire, prononcez vite les résultats. Prononcez les résultats. Moi, président de la France, je vous demande de prononcer les résultats dans votre pays. Mais franchement, et c'est par là que je vais terminer avec les éléments de preuve sur cette lettre. Parce que la lettre, elle est sortie autour du 20 février. Elle s'est répandue dans les journaux. Quand les journalistes ont eu le scoop, ils ont diffusé la lettre. Dès le lendemain, le 22 février 2010, l'ambassade de France écrit pour dire c'est du faux. La République de France, le président français n'a jamais écrit de lettre adressée au président de la commission électorale. Mais c'est léger. Attendez, des journalistes vont dire que le président de la République française a écrit. Donc on accuse le président et c'est-à-dire qu'on limite même sa signature. Et vous ne faites que condamner. Vous faites une simple déclaration. Non, en temps normal, la France va faire arrêter tous les directeurs de publication des journaux pour dire vous avez osé publier un courrier soi-disant émanant du président de la République de France. Au nom de la France, on vous poursuit. Non, on n'a pas été poursuivi. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire, M. Jean-Marc Simon, fait juste un communiqué pour dire que non, le président français n'a jamais... Non, mais c'était trop tard. Et à l'intérieur de cette lettre se trouvent tous les éléments de ce qui est arrivé au président Laurent Gbagbo. Je vous lis quelques extraits. Monsieur Sarkozy commence par un mensonge. Il dit, Monsieur le Président de la Commission électorale indépendante, à la suite de notre communication téléphonique, donc le président français a pris son téléphone pour appeler le président de la Commission électorale indépendante d'un pays souverain. Et vous me parlez, vous me dites que ce n'est pas un coup d'État. Ça, le président de la France qui appelle le président de la Commission électorale de mon pays. Au nom de quoi? En tant que qui? Et il lui dit ceci, le processus a été achevé, le processus électoral a été achevé de façon juste et équitable, d'après les rapports établis par toutes les parties prenantes au processus. Premier mensonge. Toutes les parties prenantes n'ont pas dit que le processus était juste et équitable. Exemple, le président Laurent Gbagbo a déposé une requête devant le Conseil constitutionnel pour dire que M. Ouattara a triché dans le Nord, dans 7 départements. Donc, premier mensonge. Et M. Sarkozy continue dans le mensonge. Un peu comme George Bush, le mensonge pour tuer Saddam Hussein. Toujours le mensonge. Je n'ai pas envie de dire les menteurs, autant pour moi. Mais c'est du mensonge, enfin. Mais c'est du mensonge, enfin. Pour détruire, vous mentez. Oh là là. Et il continue. Il va donner un ordre au président de la commission. Il dit,
les textes de la République de Côte d'Ivoire vous offrent une marge limitée pour proclamer les résultats provisoires. Je vous dis qu'on est le 1er décembre. La lettre date du 1er décembre. C'est le dernier jour qui reste au président de la commission électorale indépendante pour proclamer les résultats. On a attendu les 3 jours, vous vous rappelez, quand il a dit qu'il n'était pas encore minuit. C'était cette lettre-là. C'est si cette lettre-là il comptait, parce qu'elle est venue dans la journée. Et on était le dernier jour. Il attendait vers le dernier moment, mais il n'a pas eu l'occasion, parce qu'il était verrouillé à la commission. Tous les membres de la commission étaient devant lui. Tu ne bouges pas, il n'a pas bougé. Donc il a attendu minuit, mais il n'a pas pu prononcer les résultats. C'est pour cela que dès le lendemain, le 2, il a disparu pour se retrouver à l'hôtel du Golfe. Parce que M. Sarkozy a écrit dans sa lettre, les textes de la République de Côte d'Ivoire vous offrent une marge limitée pour proclamer les résultats provisoires. Comme vous le savez mieux que moi-même, et compte tenu de l'attente de votre peuple, je vous exhorte au prononcé du verdict des urnes. Un président n'exhorte pas, c'est un ordre. La langue française. Heureusement que nous l'avons étudiée. Mais quand il a fini de dire ça, dans son courrier, voici les menaces de M. Sarkozy. Et vous allez voir que toutes les menaces se sont répandues sur le président Laurent Gbagbo, contre le président Laurent Gbagbo. Voilà le coup d'État dévoilé. Il dit ceci. Nous sommes disposés, donc il parle au président de la République dans la lettre. Nous sommes disposés, ainsi que toute la communauté de l'Union européenne, à soutenir de façon irrévocable le respect de la volonté du peuple, de sécuriser les civils, ainsi que tous les nouveaux représentants des institutions installées. Waouh! Nous sommes déterminés, c'est-à-dire, toi, président de la commission électorale, il faut parler. Tu finis de parler, le reste, là, nous, on va le faire. S'il faut mater, s'il faut tuer tous les Ivoiriens pour que M. Ouattara devienne président, nous, on va le faire. Tranquillise-toi, fais ton job. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Je vous donne la suite des événements. On a mis l'embargo sur tous les médicaments en Côte d'Ivoire. L'embargo. L'Union européenne a décrété un embargo sur les médicaments pendant plus d'1 mois. Vous savez les morts qu'il y a eu? Voici ce que Nicolas Sarkozy a fait. Ce n'est pas de la cruauté, ça. La cruauté. La cruauté. C'est pas pire que le coronavirus, ça. De suspendre les médicaments d'un pays souverain parce qu'on veut que M. Ouattara devienne président de la République de notre pays. Waouh! Waouh! Et on a osé crier sur tous les toits parce que c'était choquant, c'était humiliant. Nicolas Sarkozy l'a fait. Il a dit clairement, il dit nous sommes disposés, ainsi que toute la communauté de l'Union européenne, à soutenir de façon irrévocable le respect de la volonté du peuple. Quel peuple? Ton peuple? C'est ce que les Ivoiriens t'ont demandé. Et puis la mesure de l'embargo sur les médicaments, c'était la mesure suprême. C'est une mesure criminelle. Là, il y a crime contre l'humanité. Il y a crime contre l'humanité. Mais aujourd'hui, on attend que M. Ouattara parte. Et puis tout ça, tranquillement, on va réfléchir. Parce que notre pays a été blessé. Et comme si cela ne suffisait pas, on va venir dans les banques. Toutes les banques françaises ont été verrouillées. Ah bon? Cela veut dire que dans notre pays, on doit même réfléchir par 2 fois avant de mettre notre argent dans des banques, dans des représentations des banques françaises. Parce que le jour où nous sommes en conflit avec la France, ils sont capables de bloquer notre argent dans les comptes privés, même dans le compte courant, de bloquer les banques. C'est ce qu'ils ont fait à mon pays. Et vous allez me dire que ce n'est pas le coup d'État de la France. Et je m'avais terminé son courrier parce qu'il a dit encore des choses ahurissantes. Il dit, nous sommes reconnaissants, là il va flatter un peu maintenant le président de la commission électorale, nous sommes reconnaissants et aussi que votre tâche n'est pas facile. Mais la République française que je représente s'engage à protéger toute personne qui permettront à la République de Côte d'Ivoire d'aller enfin vers une vraie démocratie pour enfin établir l'unité nationale tant recherchée. Voilà. C'est-à-dire que là, c'est une sorte de subtilité pour dire tu seras protégé. Tu seras protégé, il ne faut même pas t'inquiéter. Parce qu'il dit clairement, la République française que je représente s'engage à protéger toute personne qui permettront à la République de Côte d'Ivoire d'aller enfin vers une vraie démocratie. Et si vous dites que c'est Dr Boga qui interprète les propos de la lettre, calmez-vous, parce que la suite est encore plus limpide pour vous, dont l'esprit est un peu limité, excusez-moi. Il dit ceci,
Vous disposerez du soutien sans faille de notre ambassadeur, du ministère des Affaires étrangères, pour une facilitation de votre mission. On comprend pourquoi l'ambassadeur de France, accompagné de celui des États-Unis, était à côté de M. Youssouf Bakayoko lorsqu'il était à l'hôtel du Golfe pour prononcer les résultats. C'est ce que M. Nicolas Sarkozy a promis. Pour faciliter toute votre mission, vous aurez à côté de vous l'ambassadeur, le ministère, tout le monde est à disposition. Et puis il va plus loin et il ajoute, afin de nous permettre, nous, présidents, d'orienter au mieux nos démarches diplomatiques, il est nécessaire que notre ambassadeur soit informé de façon quasi automatique de la suite des événements. Waouh! Mesdames et messieurs, quand vous entendez ça, est-ce que vous avez besoin d'aller chercher qui est l'auteur du coup d'État? Qui a fait qu'on a bombardé notre pays? Est-ce qu'on a besoin d'aller chercher? Non, tout est là dans la lettre. Et quand je vois la légèreté avec laquelle l'ambassadeur de France a répondu à tous les journaux qui ont diffusé cette lettre, je dis, oh là là, c'est trop gros. La France peut faire mieux. Vous ne pouvez pas salir le président français comme cela. C'est pour cela que je peux me permettre aujourd'hui d'en parler. Parce que ce sont des faits. Ce 11 avril 2011, c'était un coup d'État de la France contre la démocratie, contre les droits de l'homme en Côte d'Ivoire, contre le président Laurent Gbagbo, contre le peuple souverain de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, en terminant donc cet exposé, je vais quand même donner les derniers points, c'est-à-dire, dans le dernier point, est-ce que c'était la France seule qui était autrice du coup d'État? Est-ce que c'est la France seule qui a fait ce coup d'État? Non, évidemment. Non, évidemment. Alors, premier élément du coup d'État. Chers amis, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a des fils de la Côte d'Ivoire, les opposants ivoiriens. En premier lieu, M. Alassane Ouattara, évidemment, c'est lui. Oui, bon, c'est lui le chef de file de l'opposition, mais c'est lui le brave tchèque. Oui, c'est lui qui a les carnets d'adresse. Oui, c'est lui qui a des amis. Oui, c'est lui qui... Ah, je les voyais encore lors de leur rencontre du RHDP récemment à l'hôtel du Golfe. Le jour où ils ont choisi leur Gon Koulibaly, là. Ah, ils disaient encore, je crois que c'était Patrick Hachi, hein, le ministre Patrick Hachi, qui disait, je me rappelle encore, Monsieur le Président, on était assis de votre téléphone, vous décantiez les problèmes, quand on était là, vous appelez tel président tel. Oui, c'est ça. Ce sont tous ces gens-là qui sont les auteurs du coup d'État au plan interne. Évidemment, le président Bédié y était. Ce qui est intéressant, je ne peux même pas dire ça deux fois, parce que le président Bédié aujourd'hui, de sa posture, ce n'est que des regrets. Ça veut dire qu'il a été berné. Il s'est trompé. Il aurait dû privilégier l'amour du pays par rapport à tous ces... Voilà. Je dis toujours aux gens, entre les milliards en banque et les valeurs que tu sèmes dans ta république, dans ta patrie, il n'y a pas de comparaison. Les hommes les plus puissants de la planète, ce n'est pas Bill Gates. Ce sont les hommes qui agissent, les hommes qui pensent. C'est ça qui fait avancer le monde. Donc, bref, le président Bédié, il s'est ressaisi aujourd'hui. Évidemment, il y avait la rébellion. Guillaume Soro s'est rétracté aujourd'hui. Mais bon, tout ça, ce sont les acteurs internes du coup d'État qui ont aidé la France. Parce que la France n'a pas agi dans le vent. C'est pour cela qu'on nous dit que, dans les livres d'histoire, que lorsqu'il y a eu la négritude, pardon, pas la négritude, l'esclavage, par la traite des Noirs, les Blancs agissaient par des Noirs. Nos frères, voilà, ici, un cas concret. Tout le monde contre Laurent Gbagbo, tout le monde contre lui. Et l'opposition, et les rebelles. Il n'y a personne dans le pays pour le soutenir. Il était seul. Donc oui, la France a agi. Mais la France a agi parce qu'il y avait une fenêtre, il y avait un lézard, il y avait une fissure. Donc la France a frappé dans la fissure. Vous allez me dire, mais pourquoi la France, qu'est-ce qu'elle cherche et tout? Non, c'est que vous n'avez rien compris. Vous ne savez pas ce que représente la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas compris ce que c'est que la Côte d'Ivoire dans la sous-région ouest africaine. Même dans les pays francophones, le poids de la Côte d'Ivoire, la France sait. Elle sait. C'est pour ça qu'elle nous fatigue. Mais on est vers la fin. Deuxième élément des complices. Ah, la sous-région ouest africaine. Toute la sous-région ouest africaine. Tous les chefs d'État de la sous-région.
Ils ont comploté contre le président Laurent Gbagbo. Même ceux qui l'appelaient hier, ses propres amis, ils l'ont laissé, ils l'ont abandonné. Oh, c'est un dictateur. Parce que la France a dit que c'est un dictateur. Il est devenu infréquentable. Comme disait un autre président français, François Hollande. Soit dit en passant socialiste, soit dit-on. Donc, tous l'ont lâché. Donc, vous voyez que tous ces présidents, ils se sont réunis à Abuja. Et à l'époque, ils ont décidé d'aider la France en envoyant ECOMOG. ECOMOG, c'est-à-dire l'armée ouest africaine, l'armée de la CEDEAO, en Côte d'Ivoire. Mais très vite, moi-même, la FIDO, avec d'autres organisations de la société civile, on a descendu à Abuja le 24 décembre 2010. On est allé déposer une plainte devant la cour de la CEDEAO, la cour de justice de la CEDEAO, pour dénoncer cette attaque de la CEDEAO à travers l'ECOMOG contre le président Laurent Gbagbo et contre la République de Côte d'Ivoire. Évidemment, par la suite, vous allez voir qu'on a eu gain de cause. Évidemment, on a eu gain de cause. Très bien. Alors, dans la suite, je me dire que quand on a fini avec côté CEDEAO, mais il y a aussi l'Union africaine. Évidemment qu'il y a l'Union africaine. Parce que nous sommes allés à l'Union africaine. J'ai été à Addis Abeba également. Et je me rappelle que le 10 mars, je crois, le 10 mars 2011, il fallait que la CEDEAO, l'Union africaine, pardon, donne le verdict du panel des chefs d'État. Et ils ont donné le verdict du panel des chefs d'État. Et puis, enfin, derrière la France, dans ce coup d'État, il y a bien entendu, je regardais, notre cher journaliste, pour terminer, donc derrière la France, derrière l'Union africaine, derrière la CEDEAO, il y a bien entendu l'ONU, dont le représentant des Nations Unies en Côte d'Ivoire, le représentant de Ban Ki-moon en Côte d'Ivoire, qui s'appelait M. Yonggi Choi, c'est lui, il est aussi à la base, puisqu'il a été désigné comme certificateur de l'élection de 2010. Voilà.